Bienvenue dans cette correction du sujet 1, quelles peuvent être les limites de la démocratie représentative. Nous allons commencer par l'introduction. Je vous rappelle que vous avez un document qui doit vous permettre de suivre en fonction des différents items que j'ai pu introduire dans l'introduction et dans le développement. Donc je vous rappelle que dans la partie introduction, nous avons forcément une ouverture, une définition des notions et des limites chronologiques ou géographiques du sujet, ou des limites notionnelles tout simplement, et ce qui nous amène à formuler la problématique et annoncer le plan. Commençons par les événements de novembre 2018 avec la naissance du mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui conteste d'abord la politique environnementale menée par le gouvernement et qui va rapidement passer à une contestation complète et totale du pouvoir, en ce sens où la représentativité du gouvernement d'Emmanuel Macron et de sa présidence sont remis en cause au profit du référendum d'initiative citoyenne qui est une forme de démocratie directe. Cette volonté des Gilets jaunes de transformer la démocratie représentative nous ramène directement aux trois notions qui sont présentes dans notre sujet. La notion de démocratie représentative et de limite. Qu'est-ce que la démocratie? Alors c'est sans doute le terme le plus difficile à qualifier puisqu'il s'agit d'une indétermination. Un terme qui présente une pluralité de définitions. Cette notion de démocratie est plus facile à définir lorsqu'on lui accole un certain nombre d'adjectifs. Et lorsqu'on parle de démocratie représentative, on parle aujourd'hui de démocratie dite moderne, c'est-à-dire de démocratie mettant en avant des principes de représentation de la part de personnalités élues au suffrage universel et qui sont en capacité de voter des lois. Ces représentants sont aussi des garants des libertés publiques, en ce sens où, au-delà de voter, d'exécuter des lois ou d'éventuellement de juger les contrevenants à ces lois, eh bien, ils sont aussi garants de l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de droits entre les citoyens, et l'iségorie, leur capacité à avoir une égalité de parole. Cependant, un mot est absolument central dans le sujet, c'est la notion de limite. Ces notions de limite, eh bien, questionnent différents points et ont plusieurs acceptions, c'est-à-dire plusieurs sens. On va donc interroger directement ce qu'on peut appeler les limites de la démocratie représentative par rapport à la notion indéterminée de démocratie, c'est-à-dire notamment le fait que cette démocratie directe, que la démocratie représentative est indirecte, par opposition à la démocratie directe, telle qu'elle a été conçue par les Athéniens au 5e siècle. Nous y reviendrons. C'est une première limite. Ensuite, nous avons aussi des limites internes à la démocratie, c'est-à-dire les fragilités qu'elle présente, notamment aux personnes qui exercent leurs critiques, voire leurs attaques vis-à-vis de ce système. On pensera notamment à la question de l'égalité et du rapport égalité-liberté perçu par Alexis de Tocqueville. Et ce rapport de fait à l'égalité questionne la question de la représentation et questionne aussi le rapport que peuvent avoir les démocraties avec les inégalités qui peuvent y exister et y perdurer. Donc voilà des limites qui sont souvent l'objet de fortes critiques et d'attaques vis-à-vis des gens qui s'opposent au système démocratique représentatif. Or, cette notion de démocratie représentative ramène au concept de liberté des modernes, perçu par Benjamin Constant au début du XIXe siècle. Ce sont donc des régimes modernes qui ont abandonné la notion de démocratie directe pour celle de démocratie dite représentative et donc induisant des limitations dans l'exercice du pouvoir par les citoyens. Ces démocraties modernes nous amènent donc à nous questionner sur différents points. D'abord, pourquoi la démocratie est-elle une indétermination? C'est la question que nous allons nous poser finalement tout au long de cette analyse. Ensuite, pourquoi ou quelles sont les bases de la démocratie représentative? Quels sont les traits communs à l'ensemble de ces démocraties représentatives? Ensuite, on peut s'interroger sur le fait que les démocraties représentatives peuvent constituer une forme atténuée de la démocratie. On peut ensuite réfléchir sur les fragilités internes de ces systèmes représentatifs pour se poser la question de savoir comment la démocratie représentative peut se prémunir contre les forces qui tentent de la détruire. Ainsi, l'ensemble de ce cheminement nous amène à formuler la problématique suivante. Quels sont les fondements, au final les communs,
des démocraties représentatives et pourquoi leurs adversaires peuvent-ils être amenés à les présenter comme des formes trop limitées de la démocratie, tout en tentant de jouer sur leur fragilité pour les atteindre et les détruire. Dans ce cadre, et pour répondre à ce questionnement, nous formulerons une réponse en deux axes. Le premier, s'interrogeant sur les bases communes de la démocratie représentative, et un second, réfléchissant sur la démocratie représentative comme un système attaqué et menacé par souvent ses fragilités. Nous allons donc, dans un premier temps, nous intéresser aux bases communes de la démocratie représentative. Cela nous permettra de réfléchir à 3 points. Le premier étant celui de l'antériorité du concept de démocratie. Avant d'aller questionner ce que Benjamin Constant appelait la liberté des modernes. Et enfin, réfléchir à cette diversité de régimes, mais qui présentent un certain nombre de communs, un certain nombre de similitudes qui en font des démocraties représentatives. La démocratie est en premier lieu un régime qui existe depuis l'Antiquité. Ce régime politique a été défini par un contemporain du IVe siècle, qui est Aristote. Il le définit comme un régime facile à mettre en œuvre, parce que basé sur le pouvoir de tous et sur la notion de liberté. Il est facile à mettre en œuvre parce qu'il ne requiert pas beaucoup de vertus, c'est-à-dire de qualité, ni d'éducation particulière. Aristote met cependant en garde contre les tentations ochlocratique, c'est-à-dire la dégradation de la démocratie en un système qui se fonde sur la démagogie, c'est-à-dire les fausses promesses des représentants à l'égard du peuple qui leur a donné mandat pour exercer le pouvoir. En cela, Aristote fait référence à la démocratie athénienne qui a eu sa période d'apogée entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Au sein de cette démocratie, le pouvoir législatif s'exerçait de manière directe, en ce sens où le peuple était convoqué à l'ecclésia pour pouvoir voter, alors qu'il pouvait élire des représentants et stratèges de manière à gouverner la cité. Les stratèges n'étaient cependant pas les seules personnalités à exercer le pouvoir exécutif, puisque les archontes, eux, étaient tirés au sort parmi l'ensemble de la population. Donc on trouvait à la fois des fonctions électives et des fonctions déterminées par le sort. Or, les modernes, et en particulier au XIXe siècle, Benjamin Constant, vont attaquer les principes démocratiques issus de l'Antiquité pour diverses raisons. Ils considéraient d'abord que les libertés individuelles n'étaient pas suffisamment protégées dans le cadre des cités démocratiques. Par ailleurs, ils considèrent aussi que les États modernes, de par leur taille et leurs nombreuses populations, ne correspondent pas aux petites cités grecques qui, elles, étaient en capacité de convoquer l'ensemble de leurs citoyens à l'ecclésia pour pouvoir voter. De fait, la démocratie directe telle qu'elle était appliquée durant l'Antiquité semble pour eux inapplicable. Par ailleurs, les penseurs du XVIIe au XIXe siècle ont encore une image de ce qu'est la démocratie, et notamment la démocratie athénienne, sous forme du repoussoir qui a été généré par notamment la pensée d'Aristote, qui considérait que la démocratie athénienne au IVe siècle s'était transformée en ochlocratie dominée par les démagogues, et que par ailleurs, c'était la tyrannie du peuple. De fait, cette pensée va amener nombre de penseurs sur la période moderne, et le début de l'époque contemporaine, à considérer que la démocratie directe telle qu'on la pratiquait à Athènes était non seulement inapplicable, mais aussi un véritable danger pour la stabilité d'un régime politique. C'est pourquoi, à partir du XVIIe siècle, d'abord au Royaume-Uni, puis aux États-Unis à la fin du XVIIIe et en France avec la Révolution française en 1789, la conception de ce que peut être le régime démocratique va considérablement évoluer vers un système dit représentatif. Ce système vise à élire des représentants de manière à voter les lois et à les faire. C'est pourquoi, à partir du XVIIe siècle, d'abord au Royaume-Uni, puis aux États-Unis à la fin du XVIIIe et en France avec la Révolution française en 1789, la conception de ce que peut être le régime démocratique va considérablement évoluer vers un système dit représentatif.
Ce système vise à élire des représentants de manière à voter les lois et à les faire exécuter. Les penseurs du XVIIe siècle britannique, comme Locke, ou par la suite les penseurs des Lumières françaises au XVIIIe, comme Montesquieu, Voltaire, Rousseau ou encore Diderot, vont définir la démocratie comme étant un régime de transmission du pouvoir et de la souveraineté des citoyens vers des représentants par une forme de délégation. Cette délégation vise, dans des pays avec une population importante, à donner des responsabilités, à la fois législatives, exécutives et parfois judiciaires, comme dans les pays anglo-saxons, aux personnes qui sont les plus à même d'exercer le pouvoir. Elles sont le plus souvent éduquées et en capacité de voter les lois et de les exécuter. En ce sens, il s'agit d'une aristocratie élective qui est au cœur de la démocratie. Les citoyens délèguent leur souveraineté à des représentants qui sont l'aristocratie démocratique et exercent le pouvoir à leur place, après en avoir reçu un mandat qui, de fait, n'est jamais impératif, c'est-à-dire qu'il n'impose pas un programme. Cette convention amène par ailleurs ces représentants à devoir défendre les libertés individuelles qui sont au cœur du projet libéral mené par les Lumières. Il s'agit de défendre des libertés d'opinion, de croyance, de réunion, de groupement politique, de manière à protéger l'individu contre l'ingérence de l'État, après l'expérience des régimes de monarchie absolue. Cette réinvention du système démocratique va donc permettre sa consolidation en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et s'étendre progressivement, principalement au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, au reste des pays européens. Cette consolidation s'effectue parce que cette forme de gouvernement semble particulièrement adaptée aux États modernes. De fait, aujourd'hui, la pratique de la démocratie représentative, incarnée par un système parlementaire ou présidentiel, qu'il se situe dans des républiques ou des monarchies parlementaires, est assez fréquent sur la planète, mais pose différents problèmes. En effet, malgré la diversité de la situation, les constructions institutionnelles sont relativement proches, comme on peut le voir par exemple pour l'UE, mais c'est aussi, et on le verra par ailleurs de manière assez pertinente avec l'UE, c'est aussi un système en crise. Ce système en crise dans le cadre de transformation que nous aborderons dans la deuxième partie. Reprenons un petit peu la question de la démocratie représentative à l'échelle mondiale. Les démocraties sont particulièrement présentes en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, mais aussi en Océanie, mais il ne faut pas négliger la présence de ce régime dans certains pays asiatiques, et notamment un des pays les plus peuplés au monde, qui est l'Inde, et qui est la plus grande démocratie à l'échelle planétaire. Cependant, ces régimes sont marqués par une très grande diversité dans les formes. S'ils respectent tous le principe de la représentation et de la délégation, il n'en reste pas moins que certains sont des républiques, d'autres des monarchies, certains sont des républiques centralisées, voire des monarchies parlementaires centralisées, comme en Grande-Bretagne par exemple, et d'autres peuvent accorder plus de pouvoir local. Quelques exemples semblent pertinents en ce sens. La France est une république donc présidentielle, très marquée par la centralisation. On peut prendre un exemple opposé qui serait celui de la République fédérale allemande, qui elle est bien une république, mais une république décentralisée, marquée par un fédéralisme assez marqué et un pouvoir important, une autonomie importante des Länder, les régions. Si on prend des monarchies parlementaires, on peut comparer par exemple l'Angleterre, qui est une monarchie parlementaire assez centralisée, mais qui accorde certains pouvoirs à des parties du Royaume-Uni, que sont par exemple le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Irlande du Nord,
mais qui conserve une prérogative assez forte pour le Parlement de Westminster, qui est en fait le cœur du réacteur politique britannique, avec la place de Premier ministre. À l'opposé, l'Espagne est elle aussi un régime de monarchie parlementaire, mais avec un caractère fédéraliste beaucoup plus marqué, puisque des régions comme la Catalogne ou par exemple la Galice disposent, ou le Pays Basque, disposent de pouvoirs beaucoup plus importants que les régions britanniques, par exemple. Il existe aussi des fédérations qui unissent des territoires avec des logiques de centralisation plus ou moins fortes. C'est le cas notamment des États-Unis d'Amérique ou du Brésil, par exemple, qui sont des États assez neufs et qui unissent des législations assez proches. Mais il existe un exemple de transfert de compétences, de délégation de pouvoir, comme le cas de l'Union européenne. L'Union européenne repose en effet sur le principe de délégation du pouvoir des États à l'organisation, aux institutions européennes. Aux deux institutions centrales que peuvent être d'abord pour l'exécutif la Commission européenne, qui reçoit mandat par le Conseil européen constitué des principaux chefs d'État, de manière à, exécuter et mettre en forme ces grandes directions. La Commission propose ainsi des directives et des règlements au vote du Parlement, qui est élu à un scrutin universel majoritaire à un tour, qui permet justement tous les 5 ans d'élire le Parlement européen qui va à la fois voter les directives et les règlements, mais aussi accorder la confiance à la Commission et voter le budget. Cette démocratie représentative déléguée de la part des États est de plus en plus attaquée par ce qu'on appelle les souverainistes, qui sont présents dans la majorité des pays de l'UE et qui critiquent les difficultés, d'une part les difficultés qu'a l'UE à prendre une décision commune sans que cela prenne un temps fou, et d'autre part l'ingérence de l'UE, ce qui peut être contradictoire, dans les décisions des États. Puisque du fait de la délégation, les États participant à l'UE sont censés appliquer dans leur législation toute décision prise à l'échelle européenne, votée par le Parlement et mise en application par la Commission. De fait, cette double critique sur l'insuffisance des institutions européennes comme sur leur trop grande ingérence ont tendance à devenir de plus en plus populaires dans l'électorat européen. L'Union européenne est donc un exemple assez parfait de contestation de ce que peut être la démocratie représentative aujourd'hui. Différentes causes amènent à la mise en place de crises politiques. D'abord sur le plan historique, avec la multiplication des crises. On pensera à, dans les pays les plus développés, à la crise financière de 2008, puis à la crise des migrants, puis encore aujourd'hui à la crise du coronavirus. Cette succession de crises pose la question du gouvernement et du bon gouvernement en période critique, d'autant plus que derrière cette succession de crises se profile et existe déjà la question climatique. De fait, nombre de personnes dans ces démocraties représentatives commencent à penser qu'il pourrait être plus intéressant de disposer d'un régime autoritaire pour gérer ces différents problèmes. Ainsi, les systèmes démocratiques de la démocratie représentative ont été consolidés par les événements du XXe siècle. Cependant, ils sont aujourd'hui en crise, c'est ce que nous venons d'évoquer. Les transformations du monde contemporain mettent à mal le principe de représentation et illustrent les fragilités de ces systèmes pour résister aux attaques de leurs adversaires. Nous allons donc aborder la seconde partie de cet exposé au travers de la question de la démocratie représentative comme un système attaqué et menacé du fait de ses fragilités. Nous évoquerons d'abord les transformations du monde qui ont fait des adversaires de la démocratie des gens de plus en plus hostiles à la représentation. Par ailleurs, ensuite, les fragilités internes du système démocratique, pour cependant évoquer aussi la résilience de ce système. Le monde actuel a été profondément transformé par une révolution technologique qu'on appelle désormais la révolution numérique.
Cette révolution numérique, au même titre que les révolutions industrielles, nous y reviendrons dans le prochain cours, a un impact direct sur la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui. Rappelons, et nous l'avons dit en introduction, que la démocratie est d'abord et avant tout une indétermination, c'est-à-dire que on peut interpréter le terme de démocratie selon différents sens, en accordant davantage de place aux libertés, c'est le cas des démocraties représentatives, davantage de place aux formes d'égalité, c'était le cas des républiques populaires et de la République populaire de Chine encore aujourd'hui, par exemple, alors que c'est un système totalitaire. Or, les transformations des moyens de communication vers une situation de diffusion de plus en plus horizontale de cette information amène à une crise de légitimité à la fois des grands médias, mais aussi sur le plan politique des représentants. On les suspecte d'avoir des intérêts qui ne sont pas ceux des populations qu'ils sont censés représenter. Cette critique s'appuie sur des faits qui sont exploités par les adversaires. Le fait, par exemple, qu'après un vote contre la Constitution européenne de 2007, les représentants français aient, par exemple, au contraire de leur population, voté en faveur d'une remise en place des différentes mesures proposées par cette Constitution européenne dans le cadre du traité de Lisbonne. Aux États-Unis, les complotistes favorables à Donald Trump estiment que les représentants de la gauche démocrate trahissent les intérêts de la nation américaine et par ailleurs travaillent à la destruction des États-Unis. En France, le mouvement des Gilets jaunes a montré toute l'hostilité par sa volonté de refuser toute forme de représentation et de représentativité, a montré l'hostilité que pouvait générer chez un certain nombre de citoyens et l'idée de la simple représentation. Les nouvelles modalités de communication, la révolution numérique, laissent en suspens une question qui peut apparaître de plus en plus fondamentale. C'est la manière d'exercer le pouvoir, que ce soit faire la loi ou l'exécuter. De fait, alors que les citoyens se désengagent de plus en plus des formes de représentation, parce qu'ils refusent d'aller simplement voter en s'abstenant, on peut s'interroger sur les causes de ce refus. Souhaitent-ils davantage de pouvoir dans le cadre d'une démocratie plus directe, puisque nous avons aujourd'hui a priori des moyens techniques qui nous permettraient d'exercer le pouvoir, comme à Athènes, dans une ecclésia numérique, ou est-ce davantage lié à une méfiance du fait d'une décrédibilisation liée aux réseaux sociaux des représentants? On peut s'interroger sur ces différents points. Rappelons que les penseurs libéraux, favorables à la démocratie représentative, comme Benjamin Constant en premier lieu, appelaient à se méfier des représentants et appelaient les citoyens à rectifier par leur vote, au bout du mandat du représentant, les erreurs éventuelles ou l'absence d'application des volontés des citoyens. Constant était contre le mandat impératif, cependant. Tocqueville, par ailleurs, dans la continuation de la pensée de Constant, appelait les citoyens éclairés à se méfier de deux écueils. Le premier étant celui de l'individualisme, le fait de se retirer dans sa sphère privée pour exercer ses affaires et se désintéresser de la sphère commune, ce qui peut amener les représentants à exercer un véritable excès de pouvoir. Le second écueil serait celui du conformisme, c'est-à-dire dans une quête effrénée d'une égalité toujours plus stricte, et on peut en voir peut-être les effets aujourd'hui dans la critique des représentants qui exerceraient un pouvoir trop grand que les citoyens pourraient peut-être exercer dans le cadre d'une égalité politique plus forte. Eh bien, ce conformisme, lorsqu'il recherche trop d'égalité, peut amener à fragiliser de manière significative la démocratie. Car la démocratie est avant tout un système fragile. Et ces fragilités sont liées aux limitations préalablement évoquées par Tocqueville. Cette fragilisation est liée, comme on a pu le dire, à cet excès de conformisme, cette volonté d'exercer ou d'obtenir une trop grande égalité entre les citoyens, ce qui peut amener par ailleurs à ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. Cette tyrannie de la majorité peut amener les citoyens à
renier leur liberté au profit d'une égalité illusoire, car toujours en point de mire, mais jamais atteinte. Les théories de Tocqueville peuvent trouver du sens dans l'exemple chilien. Au début des années 70, le Chili est traversé par des crises économiques et politiques très importantes. L'inflation y est forte, c'est-à-dire que les prix ont tendance à être très élevés et la monnaie chilienne particulièrement faible à l'échelle internationale. Le chômage y est important et de fait, les partis de gauche parviennent à s'unir pour l'élection présidentielle de 1971. Salvador Allende devient alors président du Chili après un scrutin à un tour où il a obtenu une très courte majorité, à peu près 1%, un point de plus que son adversaire direct de droite, mais obtient la confirmation de la part du Congrès de sa nomination au titre de président. Il ouvre alors une politique de réforme économique très importante, avec des nationalisations et une réforme agraire. L'objectif d'Allende, par cette double politique, est d'améliorer la situation économique, de résoudre le chômage et d'améliorer le niveau de vie des Chiliens, d'obtenir de fait plus d'égalité économique. Le problème, c'est que les États-Unis s'opposent très clairement à cette politique et déstabilisent l'action gouvernementale par des mesures de rétorsion économique très importantes, notamment concernant la monnaie chilienne et les échanges avec l'étranger. Face à ces difficultés économiques, Allende se heurte aussi à des difficultés politiques, en ce sens où les contestations liées à sa courte victoire, mais aussi un certain nombre d'opposants à la fois politiques et syndicaux, lui font perdre une élection clé en mars 1973, ce qui risque d'amener à sa destitution, c'est-à-dire au fait qu'on le prive de son pouvoir de président. Et pour obtenir un consensus plus large et une base électorale plus forte pour son action politique, il amène un certain nombre de militaires au sein de son gouvernement, notamment le chef de son armée qui va devenir donc le général Pinochet. Le problème, c'est que Pinochet va entrer en contact rapidement avec l'opposition de droite et la CIA, le contre-espionnage américain, de manière à renverser Allende. Le 11 septembre 1973, les chars entourent le palais présidentiel et Pinochet prend avec l'armée le pouvoir. Il ne l'exercera pas directement, il faudra attendre une année supplémentaire pour qu'il obtienne un pouvoir de dictateur et qu'il gouverne le Chili d'une main de fer en exerçant des représailles sur l'opposition désormais de gauche. La question du conformisme et de la quête éperdue de l'égalité peut être une des sources de la déconsolidation de la démocratie au Chili et de sa disparition. À l'échelle mondiale, on pourrait plutôt aussi aujourd'hui s'inquiéter de l'individualisme et du fait que les populations se trouvent de plus en plus en rejet de la démocratie et dans un refus de participer à cette démocratie représentative. Si l'on prend l'exemple des élections américaines tenues en 2020, on peut s'interroger sur le peu de crédit que porte un certain nombre de partisans de Donald Trump vis-à-vis des institutions américaines et du résultat des élections. En effet, ces derniers considèrent que ces élections ont été truquées par le vote à distance notamment, le vote par procuration, et de fait contestent le résultat de l'élection. Ainsi que ces gens soient démocrates ou non, ils sapent les bases de la démocratie. Fort heureusement, la démocratie sait aussi faire preuve de résilience. Nous allons le voir par la suite. En effet, la démocratie représentative est un système qui a été conçu avec de nombreuses capacités pour à la fois équilibrer les pouvoirs, les séparer, et aussi générer des pouvoirs en capacité de se contrebalancer les uns et les autres. Nous allons ainsi évoquer la théorie de Tocqueville, désignant la question des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs sont en capacité de permettre le maintien de la démocratie. Ainsi, Tocqueville considère que la séparation du pouvoir, définie par Montesquieu pour mieux critiquer la monarchie absolue au XVIIIe siècle, est le cœur de la démocratie en elle-même. Il est en effet impensable, dans une situation d'individualisme, de laisser un pouvoir et ses représentants dominer les autres. Par ailleurs, Tocqueville, au-delà de la séparation des pouvoirs,
et par ailleurs de son observation des États-Unis avec la mise en place de cours de justice en capacité de contrebalancer le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, notamment avec l'exemple de la Cour suprême américaine, définit aussi la nécessité d'instaurer des contre-pouvoirs locaux pour que les citoyens puissent exercer leur souveraineté à un niveau local et continuer à être autonomes. Cette autonomie politique locale peut aussi s'accompagner d'une autonomie dans l'engagement social et associatif. On peut penser aux associations qui peuvent assurer justement un contre-pouvoir, aux ONG, aux groupements d'intérêt, etc., etc. Au-delà, on peut penser que les libertés fondamentales, elles aussi, fournissent des garde-fous, notamment avec la capacité de la liberté d'expression et son extension par la liberté de la presse. Cette liberté de la presse trouve un exemple important en ce sens où les années 60 et 70 ont fait émerger aux États-Unis les médias de masse comme un véritable contre-pouvoir. C'est ce qu'on a appelé l'émergence du quatrième pouvoir, le pouvoir dit médiatique. Cette affaire remonte ou trouve justement un exemple parfait dans le Watergate, dans cette affaire qui a secoué les États-Unis en 1974 et a amené à l'impeachment, la destitution du président américain. En effet, cette affaire prend source à la fin des années 1960, en 1968, avec l'élection du président Nixon, président donc conservateur et républicain, dans un contexte particulièrement intense avec la guerre du Vietnam, mais aussi une série d'assassinats, notamment avec l'assassinat de Martin Luther King, leader noir, l'assassinat du président Kennedy en 1963, mais aussi l'assassinat du frère de ce président, candidat à l'investiture démocrate, Robert Kennedy, qui est assassiné en 1968, à la veille de son investiture en tant que candidat démocrate. Dans ce contexte, Nixon va surtout avoir une action politique qui va être orientée vers la liquidation du conflit vietnamien, de manière à se faire réélire en 1972. Ce qui est fait. Cependant, en 1974, des journalistes du Washington Post révèlent une affaire d'espionnage politique dans l'immeuble de ce qu'on appelle le Watergate. Les démocrates ont en effet été espionnés par le président qui a utilisé une partie de ses services secrets et une partie de gens mandatés par le parti républicain pour espionner et poser des micros dans l'immeuble du parti démocrate et ainsi obtenir des informations. L'information révélée par ces journalistes du Washington Post fait l'effet d'une véritable bombe. Ce qui amène, au bout d'une crise politique très intense, le président Nixon a démissionné en 1974. La Constitution américaine a prévu cette éventualité et c'est son vice-président, Gerald Ford, qui va le remplacer en tant que président de 1974 à 1976, date de la nouvelle élection présidentielle américaine. Nixon a démissionné pour éviter une destitution. Dans cette affaire, le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, a donc eu une force importante dans les événements politiques. Ils ont servi de contre-pouvoir, alors même que Nixon, durant son deuxième mandat, possédait une majorité assez large au Congrès, c'est-à-dire au Sénat et à la Chambre des représentants, et qu'il possédait la présidence. Cela a permis de marquer un coup d'arrêt à l'ère Nixon. Enfin, les événements récents de cette année 2021 nous montrent à quel point, aujourd'hui, ce pouvoir médiatique est devenu absolument fondamental. La victoire de Trump en 2016 est très largement liée à sa maîtrise assez importante des réseaux sociaux et en particulier de Twitter dans une communication directe qu'il exerce avec ses partisans. Tout au long de son mandat, entre 2016 et 2020, et cela malgré ses erreurs politiques, ses errances institutionnelles et ses mesures parfois scandaleuses, il est parvenu à maintenir ce lien direct et à même renforcer sa base électorale par une communication qui a décidé de se séparer clairement des médias traditionnels pour ne communiquer que par les réseaux sociaux. Donald Trump a donc été un produit d'appel assez important pour les GAFAM, les groupes, les plateformes numériques de diffusion des réseaux sociaux, et se sont servis très clairement de Donald Trump pour prospérer. Or,
les événements de mercredi dernier montrent clairement à quel point ces plateformes ont très rapidement retourné leur veste vis-à-vis de cette figure médiatique qu'est Donald Trump. Le message premier de plateformes comme Twitter ou Facebook ont été d'interdire à Donald Trump de prendre parole sur quelque compte que ce soit, car il représentait une nuisance pour la démocratie. Cependant, si on se rappelle que la démocratie est avant tout la capacité des pouvoirs de s'équilibrer et d'autre part le fait de respecter les libertés individuelles, on peut se demander quelle est la légitimité de ces groupes et de ces plateformes numériques à priver tel ou tel individu de la parole. C'est une atteinte très grave au droit. On peut ainsi s'interroger sur le fait de cette alliance qui a existé très clairement et de manière objective entre 2016 et 2020, entre Trump et les plateformes numériques, et ce retournement soudain des plateformes numériques après que Donald Trump ait réalisé un geste qui est très clairement antidémocratique. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Cependant, au final, on peut se demander sur quel est, parmi ces deux acteurs, ou ces différents acteurs, plateformes numériques ou Trump, l'acteur le plus antidémocratique. Au final, il va devenir assez important, que ce soit à l'échelle européenne, ce qui est déjà le cas avec notamment le règlement de la politique sur les données, le RGPD. Il va être très important, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, de s'interroger sur la place dans les démocraties de ces réseaux sociaux qui ont tendance à enfermer les individus dans une bulle informationnelle. Cette bulle informationnelle qui veut que les algorithmes entourent l'individu d'informations qui satisfont ces biais cognitifs, on a commencé à en parler dans le nouveau chapitre, font que ces individus s'enferment dans l'individualisme. Un individualisme qui était au départ centré sur ses affaires personnelles, c'était la vision de Tocqueville, mais qui a pris une dimension encore supplémentaire avec le fait que désormais cet individualisme est aussi un individualisme qui constitue une forme de vérité. Il est donc important qu'il existe désormais une régulation qui permette justement aux plateformes numériques de ne pas dépasser un certain niveau de bulle informationnelle et de faire en sorte qu'il y ait une vérité commune qui soit maintenue. Car seule cette vérité commune peut permettre le fonctionnement de la démocratie. Regardons ces républicains qui ont contesté de manière systématique une élection qui avait un caractère tout à fait légal. Nous en arrivons donc à la conclusion. Sur le plan méthodologique, rappelons qu'une conclusion doit d'abord répondre à la problématique et que d'autre part, elle doit proposer une ouverture qui soit pertinente, d'abord par rapport à ce bilan et ensuite par rapport au contenu général de l'exposé en ligne. La démocratie représentative préserve les libertés individuelles, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, tout en s'attachant à deux notions fondamentales, l'isonomie, l'égalité de droit, et l'iségorie, l'égalité de parole. Elle est cependant aujourd'hui attaquée du fait de l'indétermination de concept de la démocratie pour la question de sa représentativité et de la rupture de l'égalité que peut constituer le mandat non impératif. Ce système de démocratie représentative est cependant capable de résister à ces attaques grâce à sa plasticité, c'est-à-dire au fait qu'elle peut évoluer, et grâce aux contre-pouvoirs qui sont des garde-fous, absolument nécessaires à son maintien et au respect des libertés individuelles au sein de nos régimes politiques actuels. Cependant, il est désormais nécessaire de questionner, au travers de leur rôle dans les événements actuels, et notamment justement ce qui a pu se passer au Capitole mercredi dernier, sur la place que doivent tenir les plateformes numériques dans le cadre des difficultés de la démocratie. Ainsi, ces plateformes numériques doivent-elles être organisées par la loi et justement amener à une réflexion de la part des citoyens sur leur usage. Ainsi, en tant que citoyen éclairé, il est donc nécessaire de bien réfléchir à la manière dont nous sommes informés au quotidien et à la manière dont nous utilisons cette information, en particulier sur le plan politique, pour faire perdurer la démocratie.